travailleurs immigrés dans les années 80 ont arrêté leur saccage, les donneurs d'ordre communistes, eux, sont restés. Bienvenue, en effet, dans le dernier département communiste en France. Et si j'ose dire, le dernier département stalinien d'Europe. Car si le mur de Berlin est tombé, il y a plus de 20 ans, force est de constater que le joug communiste perdure dans notre département depuis maintenant près de 40 ans. Les symptômes de cette dictature du prolétariat accaparée par le Jurassic Park fossilisé des barons du communisme local val-de-marnais sont bien connus. Immigrationnisme, insécurité, fiscalisme, bétonnage et clientélisme. Il convient tout de même également d'ajouter à cette litanie de désastres la persistance de l'idéologie sectaire communiste. Ainsi, sur la terre électorale du travailleur STO Georges Marchais, camarade Nicolas, tu descendras à la station de bus Paul Balland-Conturier, rédacteur en chef de l'Humanité dans les années 30, ayant fait l'apologie de la politique conduite par Staline. Puis, tu emprunteras le boulevard Maxime Gorky, révolutionnaire bolchevique proche de Lénine. Tu longeras le sentier Rosa Luxembourg, théoricienne et icône marxiste ayant reconnu le parti bolchevique comme force motrice et se félicitant de la création des soviets en Union soviétique. Puis tu passeras devant l'école maternelle et collège Karl Marx. Ce sont donc les fidèles complices de tous les crimes communistes et les criminels eux-mêmes de cette idéologie mortifère qui accompagnent quotidiennement des centaines de milliers de riverains dans de trop nombreuses villes de notre département. À cette volonté de banalisation de l'horreur s'accompagne la construction d'un homme nouveau par une architecture toujours plus déstructurante, telle le centre-ville d'Ivry, ou les nouveaux immeubles de Champigny-sur-Marne, avec sur leur toit une maison. Mais dans les deux cas, c'est toujours plus de bétonnage. Il n'est donc pas étonnant que nos élus, vos élus, subissent quotidiennement la logique de terreur du pouvoir stalino-soviétique, toujours debout ici. Intimidation et agression d'Alexandre Gaborievitch juif. Censure de la tribune municipale de François ici même à Vitry. Disparition de gerbes commémoratives déposées par Virginie Rocher et Jean-Marie Rougier à Champigny-sur-Marne. Irrégularité, certains pourraient même parler de fraude lors des dernières élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges. Mais malheureusement, pour la démocratie val-de-marnaise, il n'y a pas que dans les bastions rouge sang que les attaques envers la liberté d'expression de vos élus sévissent. À Arcueil, où le maire Europe Écologie Les Verts, vous savez, les pastèques, vertes à l'extérieur, rouges à l'intérieur, coupe le micro de Denis Truffaut, manœuvre l'exclusion des commissions de 3 élus du Front National, puis ordonne des poursuites devant une juridiction pénale à l'encontre de Denis. À Villiers-sur-Marne, où l'ex-maire UMP, maintenant LR, empêche la constitution du groupe Front National, à nos 2 représentants, Jérôme Auvray et Gilles Parmentier, et envoie devant les tribunaux un membre de notre liste municipale pour avoir repris sur son blog l'expression « lèche ta bouche », ayant été décerné à ce même maire par le site internet Boulevard Voltaire. Au Plessis-Trévise encore, où l'ancien maire Modène envoie devant le tribunal notre élu Jean-Philippe Lévesque, car ce dernier avait, lors de sa campagne électorale, employé le terme de magouille à l'encontre de l'ex-édile Plesséen. À Créteil encore, où le maire PS refusait de communiquer les documents administratifs à nos élus, Lydie Houk, Raphaël Quinard et Gaëtan Marceau. À Livry-Brévannes, toujours, où un cordon sanitaire mis en place par l'UMP local encercle nos représentants Jean-Jacques Legendre et Christian Kimsack. Aussi, face au oukase et à l'inacceptable, la Fédération du Val-de-Marne s'enorgueillit de pouvoir compter sur des élus main propre, tête haute, ne pliant pas et se battant pied à pied pour la défense des libertés et pour changer la vie au quotidien dans nos cités. C'est donc une réponse politique et juridique qui a été mise en place. Réponse politique avec la publication de très nombreux communiqués de presse diffusés sur notre site internet et repris par la presse départementale. Ainsi, la censure est-elle partiellement contournée. Politique encore par la réalisation de tracts locaux, comme encore récemment, pour refuser l'installation des clandestins dits de la Chapelle, à Créteil, ou dénonçant la sécurité à la Île-et-Rose. Politique toujours en organisant des manifestations, comme celle mise en place par notre élu Claude Lodion, contre l'inauguration du square du 19 mars 1962 au Perreux-sur-Marne, il y a quelques semaines. Politique par essence, enfin, en faisant sauter le cordon sanitaire autour du Front National, comme il fut fait par votre serviteur lors des dernières élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges. Réponse juridique aussi,
puisqu'à la tête de la fédération, il y a un avocat, en saisissant la CADA pour obtenir les documents administratifs demandés à Créteil. Juridique encore, en allant au contentieux comme à Arcueil, permettant ainsi la présence de vos élus dans les commissions municipales. Et à Villeneuve-Saint-Georges, où le tribunal administratif de Melun a d'ores et déjà annulé 28 voix sur 30 d'écart, et nous attendons la décision du Conseil d'État pour les 2 dernières voix qui nous manquent pour faire annuler l'élection. Juridique, toujours, lorsque la justice reconnaît que le terme de magouille utilisé à l'encontre de l'ancien maire du Plessis-Trévise n'était pas diffamatoire, et pour cause. Merci mon cher maître. Les 23 élus Front National du Val-de-Marne portent donc haut les couleurs du mouvement national et patriotique, sont les dignes ambassadeurs locaux de Marine Le Pen et œuvrent au quotidien pour refermer définitivement les pages du livre noir du communisme. Si vos élus ont su rassembler près de 450 colistiers pour les élections municipales, permettant ainsi de présenter 11 listes sur un total de 47 communes, les dernières élections départementales nous ont permis de continuer à renforcer notre enracinement local avec l'arrivée de nouveaux militants, devenus nouveaux responsables, tels l'équipe de Charenton, avec Sophie, Edmond et Lucas, ou Jean-Pierre Poulette-Forest-Augier, chef d'entreprise, nouveau responsable de Saint-Maur-des-Fossés. Aux côtés des élus et des militants, la Fédération du Val-de-Marne met tout en œuvre afin de faciliter et d'organiser au mieux l'action politique de chacun, organisant une réunion de bureau mensuelle, accompagnant les candidats dans les formalités administratives et politiques, relayant inlassablement les messages de notre mouvement sur les moyens de communication modernes, site internet, Twitter, ou indémodables, comme le tract et la manifestation. Nous faisons corps autour de notre présidente et militons pour qu'en 2017, Marine soit à l'Élysée. Suivant le mouvement de progression électorale nationale, le Front National est aujourd'hui le premier parti du département et progresse à chaque élection. Nous sommes donc heureux et fiers et prêts à commencer une nouvelle campagne électorale pour les élections régionales aux côtés de Valentine Saint-Just, ancien avocat, membre du Front National depuis 30 ans, conseiller régional et secrétaire départemental de la puissante Fédération de Paris. Je vous demande de l'accueillir et je lui donne la parole. Bienvenue. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je remercie les organisateurs. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier, mais c'est une réunion d'une très bonne tenue dans cet endroit évidemment tout à fait symbolique, c'est tout à fait certain. Je vais vous parler quelques instants avant l'invité principal qui est Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National. Je suis venu, moi, en tant que tête de liste régionale aux élections régionales de décembre prochain. Je suis déjà venu dans le département, on commence à bien se connaître, et je peux vous avouer que c'est pas fini. D'ici décembre, ça va continuer. Alors, très rapidement, le Front National aujourd'hui, on en a parlé encore récemment, il est parfaitement en ordre de bataille, il ne fait que croître. Je pense que Nicolas en parlera, mais vous avez dû tous recevoir l'enveloppe nécessaire pour participer au congrès par voie postale qui a été décidé par les dirigeants du Front National. Tout ce que moi je vous demande, c'est de vous aussi participer, de renvoyer le plus rapidement possible l'enveloppe et donc de voter. Le Front en Île-de-France, en 2010, quand il n'y a pas eu d'élu au Conseil régional, nous avons subi en Île-de-France un préjudice politique. En plus, à l'époque, le Front National était quand même sur une pente, était un peu une situation difficile, politique et organisationnelle. Tout ça, c'est maintenant complètement derrière nous. Moi, j'ai repris la Fédération de Paris. Nous avons fait les élections municipales à Paris. Ça a été une très grosse organisation, les résultats n'ont pas été tout à fait à la hauteur des espérances de certains, mais au moins nous avons présenté des listes dans les 20 départements, dans les 20 arrondissements, les 20 arrondissements, et nous avions 525 candidats. Je pense que nous avons réussi à nouveau à percer un peu le mur médiatique. Alors c'est particulier, parce que évidemment toute la presse nationale est à Paris. Donc nous avons des contacts avec les journalistes nationaux, mais ils nous considèrent, à Paris en tout cas, avec un peu de mépris. Dans le Front National, si c'est 8% municipal, on va attendre de voir, etc., etc. Là, dans le cadre des régionales,
Nous faisons déjà un gros effort pour percer le mur médiatique. À chaque fois que Valérie Pécresse ou que Claude Barthelone sont invités, je réagis. Par exemple, elle va être invitée, Valérie Pécresse, dimanche au grand jury d'RTL. Je vais harceler. Elle a eu un article dans Paris Match de la part de Bruno Jeudi cette semaine. Je vais harceler. Et ils me répondent: ah oui, mais ce sont des personnalités d'envergure nationale. Bon, Valérie Pécresse d'envergure nationale, enfin bon. Mais c'est une sorte de cercle, c'est sans fin. Parce que ceux qui ont une personnalité d'envergure nationale peuvent accéder aux médias, ceux qui ne l'ont pas, paraît-il, ne peuvent pas, donc ils ne l'ont pas, etc., etc. On avait réussi au municipal, je pense qu'on va bien entendu continuer et réussir là lors des régionales. Et ces régionales, je le pense, plusieurs années après 2010, en 2015, vont être le signe de la résurrection du Front National en Île-de-France. Nous pensons avoir des élus, nous pensons recréer un groupe en Île-de-France, et comme plateforme politique, ça sera extrêmement important, et le fait de l'avoir perdu en 2010 a été pour nous un préjudice important. Alors, le programme, je vais l'effleurer rapidement ce soir. Nous allons, et d'ailleurs c'est nécessaire de le faire ce soir, nous allons l'axer notamment sur les quartiers oubliés, c'est-à-dire, c'est pas ici, hein, les quartiers oubliés, c'est dans le sud de l'Essonne, dans l'est de la Seine-et-Marne ou dans le nord du Val d'Oise. On va peut-être même aller faire le lancement de campagne. On a trouvé dans un de ces quartiers oubliés, qui sont très loin de Paris, très loin de la petite couronne, et où il n'y a plus de transport en commun, encore moins qu'ici, plus de services publics, et où les gens peuvent vivre dans des conditions difficiles parce qu'ils sont presque, pas autant, mais ils ont des problèmes aussi d'immigration et d'insécurité. Des quartiers oubliés, des quartiers sabotés. Ici, c'est un quartier saboté. Il a été criminel il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans de construire ce quartier. Il est l'exemple même de la complicité dans cette politique de la ville et d'aménagement du territoire de la fausse droite et de la fausse gauche. Nous dénoncerons la façon dont nos compatriotes vivent ici. Nous dénoncerons cette complicité et nous donnerons nos solutions. Mais de toute façon, quand il y a eu ces attentats du mois de janvier, on a quand même réussi à dire que ces quartiers et d'autres, encore pires, de certains de la région parisienne, vous savez qu'il y a 203 zones urbaines sensibles dans toute la région parisienne. Et on a bien réussi à démontrer, et personne à l'époque, c'était tout à fait normal, que ces quartiers sont le terreau où l'on peut trouver le terrorisme islamiste. Et ce terrorisme islamiste vient de frapper notre pays ce matin de façon épouvantable. Moi, j'ai envoyé un petit message ce matin qui est court, mais quand même significatif. Donc, c'est la première décapitation islamiste sur notre territoire, en France. Et comme dit Manuel Valls, il va falloir qu'on s'habitue. Sauf Front National. Et sauf Front National, je ne peux pas résister, à moins que vous l'ayez fait, à vous lire le communiqué de Marine Le Pen de ce matin. Les grandes déclarations doivent maintenant cesser. Les marches, les slogans et la communication émotionnelle doivent enfin laisser place à l'action. Rien n'a été fait depuis des années contre le fondamentalisme islamique. Il progresse à vitesse grand V dans notre pays. Marine Le Pen demande que des mesures fermes et fortes soient prises immédiatement pour terrasser l'islamisme. Nos frontières nationales doivent être rétablies. L'ensemble des étrangers suspectés de fondamentalisme islamique doivent être au plus vite expulsés du territoire national. Les binationaux doivent subir le même sort après déchéance de leur nationalité. Les binationaux suspectés aussi. Un plan de moyens véritables, matériels et humains doit être décidé à destination de la police et de la gendarmerie, des renseignements et de l'armée. Parce que l'esbrouf de M. Cazeneuve ne doit pas vous tromper. Leurs moyens sont dramatiquement faibles. À Grenoble, cette semaine, où il y a eu plusieurs morts du fait de trafic de drogue, depuis 10 ans, c'était 120 policiers en moins à Grenoble. 120 policiers en moins. L'ensemble des prêches dans les mosquées doivent être placés sous surveillance dès aujourd'hui, et la construction des nouvelles mosquées gelées pour bloquer les financements étrangers douteux. La France doit s'armer face au terrorisme islamique.
Elle doit le combattre enfin et chasser de son territoire national tout comportement fondamentaliste. Il en va de nos libertés et de nos vies. Voilà, mes chers amis, malgré le plaisir que nous avons à nous retrouver comme ça ce soir régulièrement, nous vivons des moments dramatiques et assez émouvants. Pensons à la famille de ce monsieur qui a été assassiné de façon absolument épouvantable. Nous savons que le salut de notre pays, nous savons bien, viendra de nous, viendra de Marine Le Pen, viendra du Front National, mais ni Marine Le Pen, ni le Front National, ni ses dirigeants ne font quoi que ce soit sans vous. Donc il viendra aussi de vous. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Ce n'est pas extraordinairement, c'est plutôt assez difficile à vivre aujourd'hui, mais nous sommes obligés d'en parler. Nous sommes tous des responsables politiques. Merci. Il est le secrétaire général du Front National et qui est député au Parlement européen, président du groupe Front National à la région Normandie, Nicolas Bay. Mes chers amis, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir à Vitry. Je remercie le local de l'étape, François Paradol, et ceux qui sont à ses côtés ici à Vitry, qui mènent le combat municipal dans ce vestige du communisme local qui est la commune de Vitry. Et ils ont beaucoup de mérite à mener ce travail difficile, ce travail d'élu municipal, de tenir fièrement le drapeau des patriotes dans un environnement hostile. Merci aussi à l'ensemble des militants, cadres, candidats qui sont dans cette salle. Merci à Dominique Joly, votre secrétaire départemental qui préside aux destinées de cette fédération et qui, comme tous nos secrétaires départementaux, en est à la fois l'animateur politique, l'organisateur structurel, technique et aussi le porte-parole du Front National dans le département. Merci enfin à Valente Saint-Just qui est votre tête de liste aux élections régionales. C'est lui qui sera devant vous, qui vous mènera au combat pour cette bataille des régionales de décembre prochain. J'y reviendrai tout à l'heure, et qui certainement vous apportera à nouveau de beaux succès. Ces élections régionales, elles seront sans doute marquées par une nouvelle progression du Front National après les dernières élections, qu'elles soient départementales, européennes, qui ont déjà installé le Front National comme le premier parti de France. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis pour une réunion un peu de fin d'année, à la fois une veillée d'armes dans la perspective des régionales, mais aussi, c'est vrai, une réunion qui vient conclure une année électorale bien chargée, et j'espère que vous aurez l'occasion de prendre un peu de repos et si possible un peu de vacances dans les prochaines semaines, parce que vous tous, militants du Front National, vous tous, combattants de la cause nationale, vous méritez ce repos. Et vous avez effectué tout au long de cette année scolaire, en quelque sorte, 2014-2015, un travail absolument admirable. Soyez-en remerciés. Chers amis, nous avons connu il y a 3 mois les élections départementales, mais elles s'inscrivaient en réalité dans le cadre d'un cycle politique de construction par le Front National d'un maillage territorial. Et ce travail, il a commencé depuis des années. Le Front National, s'est développé progressivement depuis maintenant 40 ans, mais depuis 2011, il a connu un nouvel essor, rapide, même spectaculaire, on peut le dire. Et nous avons travaillé depuis 3 ou 4 ans, spécifiquement au développement de ce maillage territorial, à la construction de l'implantation locale du Front National. Et ce travail, c'est vous qui l'avez effectué. Ce sont les militants, les adhérents, les candidats qui ont porté nos couleurs, qui se sont battus et qui ont permis ce maillage territorial. Je vais y revenir rapidement et pour rappeler les derniers combats menés, les municipales en 2014, les européennes quelques mois plus tard, les sénatoriales en septembre dernier et dernièrement les départementales. Mais ce que je voudrais vous dire d'abord, chers amis, c'est que ce travail militant, soyez-en conscients, il est irremplaçable. Dans le Val-de-Marne, vous aviez présenté des candidats dans la totalité des 25 cantons que compte le département. C'était vrai d'ailleurs partout en France. À quelques rares exceptions, nous étions présents dans tous les cantons à ces élections départementales, de sorte que chaque Français où qu'il habite, des départements urbains comme ici, aux départements ruraux, avait la possibilité de glisser un bulletin de vote bleu marine dans le lot. 8000 candidates et candidats qui ont porté nos couleurs,
50 titulaires, 50 suppléants ici dans le Val-de-Marne. Ce travail considérable sur le plan politique d'abord, mais aussi technique, administratif, un travail harassant qui a dû vous occuper des soirées entières à remplir des formulaires, à veiller à ne commettre aucune erreur qui pourrait nous écarter de la compétition. Ce travail admirable, il est aussi irremplaçable. Parce qu'on entend des fois, sur les plateaux de télévision, des politologues qui n'ont jamais fait de campagne électorale de leur vie, nous expliquer très sérieusement qu'aujourd'hui, la politique, ça se fait dans les médias, ça se fait sur Internet, mais que le militantisme traditionnel, c'est terminé. Et or, il n'y a rien de plus faux. La réalité, c'est que celui qui, un soir, écoute notre présidente Marine Le Pen à la télévision, qui n'était pas un électeur du Front National jusqu'à présent et qui se trouve convaincu à la fois par la pertinence de son analyse, par la justesse de ses propositions, et bien ensuite celui-là, si il se décide à sauter le pas, s'il se dit cette fois-ci je vais voter Front National, et bien ensuite il y a deux solutions. Ou bien le lendemain, la vie reprend ses droits, il n'entend plus parler du Front National, les questions politiques sortent un peu de son esprit, il a des préoccupations quotidiennes, boucler ses fins de mois, sa vie de famille. Et puis celui qui était le temps d'une soirée convaincu, et bien sans doute quelques semaines ou quelques mois après, au moment des élections, il n'ira pas voter ou il votera à nouveau par habitude, par inertie pour les partis du système, en ayant oublié qu'un soir il avait été convaincu. Et puis si le lendemain matin, après avoir écouté Marine Le Pen à la télévision, en partant travailler le matin, en sortant de sa voiture, il voit des affiches du Front National sur les murs. Que le soir, en rentrant chez lui, il ouvre la boîte aux lettres, il y a le bulletin municipal et dedans il y a la tribune des élus municipaux de Vitry-Bleu-Marine. Et que le samedi suivant sur le marché, il voit les militants, les cadres, les candidats du Front National qui distribuent des tracts. Eh bien non seulement il va être conforté dans son choix, mais il va se rendre compte que dans son environnement immédiat, dans sa ville, dans son quartier, il y a des hommes et des femmes qui pensent comme lui et en plus s'engagent. Et celui qui n'était même pas encore un électeur, vous allez peut-être le transformer d'abord en un électeur confirmé, mais aussi en un agent électoral actif. Peut-être que lui-même va pas hésiter autour de lui à faire pareil, à parler de façon décomplexée de ses choix politiques, et peut-être que demain il poussera la porte d'une permanence, il viendra à une réunion du Front National et il rejoindra la communauté militante que nous formons. Et ça ne sera possible. Et demain, quand je dis demain, c'est après-demain, peut-être qu'il sera même un candidat ou un élu du Front National. Parce qu'il y a, parmi nos 23 élus municipaux ici, parmi nos 1600 élus municipaux en France, beaucoup de gens qui avant n'étaient pas des militants du Front National. Avant, étaient des électeurs d'autres formations politiques. Eh bien, c'est grâce au travail militant que vous aurez obtenu cette métamorphose, que vous aurez fait basculer cet électeur. Il y a par conséquent une complémentarité totale entre ce travail de terrain que vous fournissez au quotidien et la communication politique, médiatique à grande échelle au niveau national que le Front National déploie. Et soyez-en conscients, les succès que nous avons connus tout récemment aux élections départementales, près de 26% de moyenne, eh bien c'est essentiellement dû bien sûr aux qualités de notre présidente, à la stratégie qu'elle a mise en œuvre avec l'ensemble du mouvement, mais c'est très largement dû au travail que vous avez effectué. C'est très largement dû à votre présence sur le terrain, aux nuits que vous avez passées à coller des affiches, aux matinées glaciales passées à distribuer des tracts alors que vous auriez pu en profiter pour votre vie de famille ou pour vos loisirs. Eh bien, chers amis, je le dis sans excès de solennité, mais avec sincérité, avec gravité, soyez-en infiniment remerciés ce soir. Alors, ces élections départementales, elles étaient la deuxième étape de ce cycle d'implantation locale. Les municipales, l'année dernière, vous vous êtes battus, vous avez constitué des listes, une quinzaine de mémoire dans le département du Val-de-Marne, à la clé des élus dans la plupart de ces communes. Vous avez constitué ces listes et l'enjeu était de taille. L'enjeu, c'était de construire ce maillage territorial, de montrer, de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul département, plus une seule région de France où il n'y a pas des élus municipaux bleu-marine qui, dans la durée, pendant 6 ans, vont pouvoir travailler, vont pouvoir défendre nos compatriotes, vont pouvoir se faire l'écho de leurs aspirations et seront chacun individuellement, ces élus municipaux, un petit drapeau, un petit point de ralliement pour nos compatriotes qui sont souvent dans le désespoir, qui sont écœurés par le système politicien, déçus par la droite, trahis par la droite, déçus par la gauche, trahis par la gauche, et qui aujourd'hui se tournent vers nous, non seulement
en voyant un espoir dans le Front National, mais souvent, il faut le dire, un dernier espoir. Et ce dernier espoir, nous ne devons pas le décevoir. Et c'est pour ça que nous avons méthodiquement construit ce front local, qui n'est plus simplement un front national qui fait des bons scores aux élections présidentielles, aux élections européennes. C'est désormais un front national implanté au plus près de nos compatriotes dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est un changement majeur. Les municipales ont été un grand succès. Je le disais, 1600 élus municipaux. Nous avions présenté des listes dans plus de la moitié des communes de plus de 10 000 habitants. Et à la clé, non seulement nous avons acquis ce maillage local, mais nous avons gagné une dizaine de communes, dont une d'ailleurs en Île-de-France, dans les Yvelines, qui aujourd'hui sont des vitrines, et qui sont souvent aussi, pour vous, le meilleur argument en faveur du Front National. La preuve que le Front National peut gérer et peut mieux gérer que les autres. La preuve aussi que le Front National tient ses promesses. Dans nos communes municipales, souvenez-vous, il y a un an, pendant la campagne, on nous disait, vous promettez beaucoup de choses au Front National, vous promettez de baisser les impôts, d'améliorer la sécurité, etc. Mais vous ne pourrez pas le faire, les budgets sont contraints, les dotations de l'État sont en baisse, c'est impossible. Eh bien, nous avons gagné 10 villes. Et dans ces 10 communes, dès la première année, et souvent dans le mois qui a suivi le scrutin, eh bien, nous avons commencé ce travail. Baisser les impôts, maintenir les investissements, utiliser l'argent public au service de nos compatriotes, au service de l'intérêt général, en ayant comme seul critère précisément le bien commun et l'intérêt général, à l'abri des clientélismes et des communautarismes qui caractérisent les gestions de nos adversaires politiques. Améliorer la sécurité. Dans toutes nos communes, nous l'avons fait. Un récent sondage est venu sanctionner cette première année de mandat. 75% des électeurs de ces communes sont satisfaits de la gestion du Front National. C'est bien la preuve que quand le Front National, quand on l'essaye, on l'adopte. Et si nous avons obtenu, d'ores et déjà, au bout d'un an seulement, et il sera plus spectaculaire encore dans 5 ans, un remarquable bilan, ça n'est pas forcément parce que nos équipes sont plus intelligentes ou plus compétentes, encore que c'est bien possible quand même, mais c'est surtout parce que nous avons la force des convictions, que nous avons la volonté de servir nos compatriotes. Lorsque nos maires ont été élus il y a un an, le soir de leur élection, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bon bah, ils me font confiance, nous avons obtenu la majorité, qu'est-ce que je vais faire d'utile pour mes administrés pendant 6 ans? Alors que les maires UMP, enfin feu UMP, les républicains ou socialistes, lorsqu'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils se disent? Eh bien ils se disent, qu'est-ce que je vais faire pendant 6 ans pour être élu? Et c'est ça la différence. Et d'où le clientélisme qu'ils mettent en place, le saupoudrage au bénéfice d'associations marginales, non représentatives, l'argent public qui est dilapidé à tort et à travers dans des opérations de communication, parce que ces gens-là n'ont pas le sens de l'intérêt général, ne se disent pas que l'argent public, a fortiori lorsqu'il est rare, doit être utilisé au seul bénéfice de nos compatriotes, avec une attention particulière sur les plus fragiles et sur les plus modestes. Ça, c'est de la politique au sens noble du terme. Lorsqu'on fait des opérations de communication et qu'on essaye à tout prix d'être réélu, eh bien c'est profondément méprisable. C'est scandaleux d'utiliser ainsi l'argent qui est pris dans la poche de Français au moment où le pouvoir d'achat s'effondre. Eh bien, c'est ce bon bilan de nos municipalités, il est venu apporter la démonstration, sans doute la plus efficace, dans notre message politique, que nous savons diriger des communes, demain des régions et après-demain notre pays. C'est la démonstration de notre compétence, de notre capacité à la fois à prendre des engagements et ensuite à les tenir. Et ça, c'est une différence fondamentale qui est de nature à redonner espoir. Beaucoup de Français ont été exaspérés, ulcérés même parfois par les promesses non tenues. On pense évidemment à celle de Sarkozy en 2007, qui sont sans doute les plus spectaculaires, puisqu'il a fait pendant 5 ans, avec une arrogance insupportable, exactement le contraire de ce qu'il avait promis pendant sa campagne électorale. Et si les Français ne croient plus dans la politique, ont souvent une vision un peu cynique, c'est vrai, de l'action publique, eh bien nous pouvons leur redonner espoir dans la politique, dans l'action publique, précisément en étant absolument exemplaires, absolument irréprochables. Et le statut de premier parti de France, qui est aujourd'hui le nôtre et que nous déployons sur nos affiches, c'est d'abord, mes chers amis, une exigence. C'est d'abord pour nous la nécessité absolue
de nous développer, de nous professionnaliser, d'être rigoureux, d'être sérieux dans nos propositions, de les mettre en œuvre dès qu'on en a la possibilité, parce que c'est là-dessus que nous serons jugés. Après les municipales, nous avons eu ces élections européennes, elles ont été l'occasion pour nous d'expliquer ce que nous avions fait déjà depuis quelques années, il faut le dire, que leur Europe, leur Union européenne était une catastrophe. Nous sommes européens, nous sommes attachés à la communauté de civilisation entre les nations européennes, mais nous sommes profondément hostiles à cette Union européenne qui, dans toute l'action, est contraire à nos intérêts et qui est de surcroît aux mains de technocrates qui n'ont aucune légitimité, des technocrates non élus, qui mènent une politique au service de la grande finance et qui se moquent éperdument du sort de nos peuples. Eh bien, pendant la campagne des européennes, c'était il y a un an, presque jour pour jour, nous avons été reçus 5 sur 5 par les Français. Enfin, ils ont ouvert les yeux. Pendant 20 ans ou 25 ans, on leur a dit que l'Europe allait leur apporter la paix, la prospérité, la croissance, l'emploi, à mesure que nous nous mettions pieds et poings liés dans des traités, le traité de Maastricht en 92, les accords de Schengen, le traité d'Amsterdam, le traité de Lisbonne, à mesure que dans ces traités, la France perdait toute liberté. Eh bien, les Français ne nous ont pas cru, ils ont pensé, ils ont espéré, une espèce de rêve européen qu'on leur vendait, que les idéologues mondialistes leur vendaient, et là, ils ont ouvert les yeux brutalement. Ils se sont rendus compte que, finalement, nous avions totalement perdu la maîtrise de notre destin, et qu'il était urgent de retrouver notre souveraineté en matière de frontières, notre souveraineté économique, notre souveraineté monétaire, l'ensemble de nos libertés dont nous sommes privés aujourd'hui et qui ont été accaparées par les technocrates. Eh bien, ce message de Marine Le Pen, il a été entendu, les Français nous ont placés sur la première marche du podium. Et là encore, c'est évidemment pour nous une exigence considérable. Nous avons aujourd'hui, depuis un an, travaillé au Parlement européen. Il y a quelques jours, nous avons réussi un combat difficile, la constitution d'un groupe parlementaire. Et ce groupe parlementaire, outre les moyens qu'il va nous donner, humains, matériels, la possibilité de mieux nous faire entendre, le temps de parole supplémentaire, la possibilité dans l'action parlementaire d'être beaucoup plus performant, il est aussi la démonstration que nous sommes très attachés à l'Europe et que nous avons des partenaires en Europe qui ont la même vision que la nôtre, qui sont des patriotes dans leur pays, qui n'en peuvent plus de cette Union européenne qui prive les nations de leur liberté. Nous défendons l'Europe des nations, nous défendons l'Europe des peuples libres, et aujourd'hui, il y a dans beaucoup d'autres pays des mouvements politiques et des élus qui partagent cette vision des choses et avec lesquels nous travaillons. Eh bien, ce groupe parlementaire, réunissant des députés de 7 nationalités différentes, peut-être demain 8 ou 9, eh bien, il est la démonstration concrète que nous ne sommes pas anti-européens, comme le disent bêtement nos adversaires, mais que nous sommes simplement attachés à une autre conception de l'Europe, l'Europe qui fonctionne, l'Europe des coopérations, c'est l'Europe des Airbus ou d'Ariane, c'est la seule Europe qui marche quand Bruxelles ne s'en mêle pas. Alors après ces élections européennes, nous avons eu une autre élection que beaucoup de Français considèrent comme un peu secondaire, c'était les sénatoriales. Et les sénatoriales, là, le MP, le PS se sont dit, bon là on est tranquille, il n'y aura pas de peuple marine, les sénatoriales c'est les élus qui votent entre eux, on se tient chaud, on est content, le Front National est tout à fait à l'écart de ça, et on est à l'abri d'avoir la moindre vague bleue marine. Et patatras. Patatras, non seulement nous avons gagné 2 sièges de sénateurs avec David Racheline dans le Var et Stéphane Ravier à Marseille, faisant à cette occasion élire le plus jeune sénateur de France, après avoir fait élire il y a 3 ans la plus jeune députée de France. Ça aussi c'est un symbole de notre volonté de renouveau politique, renouveau dans le projet politique par rapport à nos adversaires, mais renouveau aussi dans la pratique et dans le personnel politique. Mais au-delà de cette victoire symbolique qui nous a tous réjouis, il y a une autre victoire qui semble plus diffuse, qui a été moins spectaculaire, mais qui n'en est pas moins importante. Il y avait, dans les départements concernés par ces élections sénatoriales, 1000 élus Front National, des élus municipaux principalement, qui étaient grands électeurs et avaient donc la capacité de voter. Eh bien, nous avons obtenu, non pas 1000 voix, ce qui aurait pu être logique, mais 4000 voix. 4000 grands électeurs, 4000 élus, donc 3000 qui n'étaient pas du Front National, qui ont glissé un bulletin de vote bleu marine dans l'urne. La démonstration
qu'aujourd'hui, dans les zones rurales, des élus qui, autrefois, étaient dans l'orbite de l'UMP ou du PS, aujourd'hui se tournent vers nous, représentant d'ailleurs sans doute cette France des oubliés, cette France où les services publics ne sont plus présents, où l'action publique n'est plus présente, ces territoires abandonnés de la République, dont nous sommes aujourd'hui les seuls avocats avec Marine Le Pen sur la scène politique. Eh bien, ces 3000 élus locaux qui ont voté Front National, constituant une véritable lame de fond bleu marine, eh bien, ils sont la démonstration qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Front National, c'est devenu un vote d'adhésion, un vote solide, avec des gens qui sont choisis dans leur petite commune comme maire, ont la confiance de quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers de leurs administrés, sont donc des acteurs civiques au sens noble du terme, en essayant d'agir au service de leur petite commune. Eh bien, ces gens-là, ils se détournent des partis du système, malgré les promesses de subventions, malgré le clientélisme, qui est sans doute encore plus fort entre les élus qu'il ne l'est avec les associations ou avec la population. Eh bien, malgré tout cela, ils se tournent vers nous. Ça aussi, c'est un formidable espoir. Et puis, nous avons eu les élections départementales. Là aussi, nos adversaires se disaient quand même, les élections départementales, c'est une élection très locale, nous avons un ancrage extrêmement solide. Le Front National ne sera d'abord pas en situation d'être présent partout. Nous avons fait mentir, non seulement nous étions présents partout, mais nous avions une présence supérieure à tous les autres partis. Et puis, malgré c'est vrai, un ancrage local qui était en pleine construction, nous avons obtenu d'excellents résultats. C'était vrai ici dans le Val-de-Marne, c'était vrai globalement en Ile-de-France et partout dans notre pays. Nous avons confirmé et amplifié les bons résultats des élections européennes. Et là, c'est grâce à votre travail que nous avons transformé ce très bon résultat au niveau national en un très bon résultat dans une élection locale avec des représentants qui, il faut bien le dire, ont mené tous des campagnes admirables. Et à cet égard, je voudrais quand même tordre le cou à un amalgame insupportable, nos adversaires passent leur temps à dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Il y avait 8000 candidats du Front National. Quelques brebis galeuses que nous avons écartées, mais parmi ces 8000 candidats, il y en a 7980 qui se sont comportés admirablement bien, qui ont mené campagne avec sang-froid malgré l'agressivité souvent de nos adversaires politiques, et qui ont porté le pouvoir avec beaucoup d'humilité. Alors mes chers amis, nous sommes à la veille, une veillée d'armes en quelque sorte, à la veille de ces élections régionales qui vont s'intensifier. La campagne s'intensifiera à partir du mois de septembre. Nous sommes déjà en pré-campagne avec votre tête de liste ici, Valence-Saint-Just. Mais évidemment, nous ne pouvons pas nous lancer dans cette bataille sans faire un petit tour d'horizon de la situation politique. Qu'est-ce qui nous motive profondément? Nous ne sommes pas réunis uniquement pour aller d'élection en élection obtenir de bons résultats. Nous ne sommes pas, comme l'UMP ou le PS, des écuries électorales pour servir des intérêts ou des carrières. Nous sommes là pour servir la France. Et la France va mal. La France va mal sous François Hollande, elle allait déjà mal sous Nicolas Sarkozy. La situation de notre pays nous chagrine tous les jours. Notre pays est dans un état déplorable, non pas parce que ce serait la fatalité de la crise économique, la fatalité de l'insécurité ou de la submersion migratoire, mais simplement parce qu'il y a une volonté politique de plonger notre pays dans l'abîme, parce que nous avons une classe politique qui défend des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple. Et évidemment, les événements d'aujourd'hui nous montrent à quel point le Front National a eu la clairvoyance très tôt de dénoncer l'immigration massive, le communautarisme qui en est la conséquence directe, l'islamisme radical qui lui-même est la conséquence de ce communautarisme, et aujourd'hui ces actes terroristes qui font que le djihadisme n'est plus un problème de politique étrangère, mais un problème de politique intérieure. Cette situation absolument dramatique du communautarisme qui se développe dans notre pays, de l'islamisme radical et de ces actes terroristes, nécessiterait bien sûr une réponse extrêmement vive des pouvoirs publics. Eh bien, il n'en est rien. Comme au moment des attentats de janvier dernier, des mots, que des mots, de l'émotion, de l'agitation, mais aucune action pour faire ce qu'ils auraient dû faire depuis des années et ce que nous réclamons avec justesse depuis des années. Honneur au Front National qui, en 1972, lançait le mouvement, j'étais pas né, on m'a raconté, lançait notre mouvement avec comme thème contre l'immigration sauvage.
C'était la première affiche et le premier grand meeting du Front National. À l'époque, souvenez-vous, pour les plus en âge, c'est une chance pour la France, ces gens-là viennent reconstruire notre pays, etc. Toutes les billevesées qu'on a entendues, dont on nous a rebattu les oreilles pendant des années et des années pour justifier la dilapidation de l'argent public, la politique de la ville, etc. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons un peu plus de 40 ans après, les méfaits de cette immigration massive. Bien sûr, elle a été voulue par la grande finance et le grand patronat pour peser à la baisse sur les salaires et les droits sociaux. Bien sûr qu'elle a engendré le chaos économique. Quel intérêt pour nous d'avoir ces vagues d'immigration massive alors que nous avons des millions de chômeurs et des millions de pauvres. Mais aujourd'hui, elle pose un problème dramatique sur le plan de l'identité et de la sécurité des Français. Elle pose un problème et on pourrait espérer que, compte tenu de la gravité de la situation, enfin, le gouvernement ouvre les yeux. Mais évidemment, il reste totalement sourd, totalement aveugle à la détresse des Français, à la menace qui pèse sur notre peuple. Et nous pouvons parier, malheureusement, d'ores et déjà, que malgré les événements d'aujourd'hui, eh bien, aucune mesure concrète, efficace et ferme ne sera mise en œuvre. Évidemment, ce serait la responsabilité du gouvernement socialiste, mais avant lui, c'était la responsabilité de l'UMP, qui a été au pouvoir, et qui est largement responsable de cette situation. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est Nicolas Sarkozy qui, souvenez-vous, en 2007, promettait de mettre fin à l'immigration massive, en disant on va remplacer l'immigration subie par l'immigration choisie. Moyennant quoi 200 000 entrées légales par an. Il avait dit qu'il allait rétablir l'ordre dans notre pays. 13 000 postes de policiers et de gendarmes supprimés. Il a fait beaucoup d'autres promesses en matière économique, de baisser la dette. Il a augmenté de 500 milliards sous son quinquennat. Il s'est engagé à avoir l'emploi comme priorité absolue. Le chômage n'a cessé d'augmenter tout au long de son quinquennat. Dans tous les domaines, il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis. Et il a installé le communautarisme au cœur de la République. Il a créé le Conseil français du culte musulman. Il a confié le contrôle de ce conseil à l'UEF, qui est une organisation islamiste dont il a fait un partenaire privilégié de l'État. Il a développé le premier, Hollande lui a emboîté le pas, les relations privilégiées avec le Qatar, qui soutient et finance l'islamisme radical dans le monde. Bref, il a joué avec le feu, il n'a pas eu peur de prendre des risques considérables avec la sécurité, avec les intérêts vitaux de notre peuple, et il est donc très largement responsable de la situation. En janvier dernier, on aurait pu espérer qu'après les attentats et après les postures, la grande marche avec le G20 qui marchait là, eh bien il aurait pu au moins se dire là on va être obligé de prendre des mesures, on va être obligé de faire ce que le Front National réclame depuis des années, mais pas du tout. Dès le lendemain, d'abord juste avant les attentats, souvenons-nous, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui nous disait « Ah oui, c'est vrai, le djihadisme est un vrai problème, ces milliers de jeunes qui partent vers les zones de combat, il dit ça pudiquement, nous allons prendre le problème à bras-le-corps et donc nous allons créer un numéro vert. » Ensuite, après les attentats, on aurait pu espérer que dans son Loden, droit comme un i, Cazeneuve ouvre un peu les yeux, mais pas du tout. Et là, ils étaient tous, avec une certaine ingéniosité, à essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire? La palme revenant à Valérie Pécresse, qui est l'adversaire de Valran pour ces élections régionales. Valérie Pécresse qui promettait de mettre en œuvre des camps de rééducation civique. Donc vous imaginez la scène. Vous imaginez la scène, le djihadiste est parti dans les zones de combat, disent-ils, il a décapité, égorgé, violé, il a été entraîné au combat militaire en situation réelle pendant des mois. Il revient pour toucher quelques allocations, et revoir la famille. Et là, hop, on l'attrape, on le met dans une salle de classe à côté du radiateur, au fond de la classe, avec un professeur gauchiste qui lui donne des cours d'éducation civique. On voit bien là à quel point ils sont totalement déconnectés des réalités. Et ils essaient de faire croire qu'on n'y peut rien. Mais qui a déstabilisé la Libye, qui est à l'origine de cette montée de l'islamisme radical et qui est aussi à l'origine des vagues d'immigration clandestine massive qui frappent aujourd'hui les pays européens et au premier rang la France en raison des avantages sociaux qu'ils peuvent y trouver. Qui est responsable de ça? C'est bien Nicolas Sarkozy,
Qui est responsable de l'immigration ininterrompue par flot continu de 200 000 entrées légales par an et de dizaines de milliers de clandestins depuis des années et des années? C'est bien eux. Et évidemment qu'il y avait des solutions. Si le Front National avait été au pouvoir, les frères Kouachi, ou le dénommé Koulibaly, ou le nouveau du jour, Yassine Sali, eh bien, ils étaient connus depuis des années et des années. Yassine Sali, celui qui a décapité et provoqué l'attentat dans l'Isère ce matin, ça fait depuis 2006 qu'il est identifié comme djihadiste appartenant à la mouvance des salafistes. Ça fait 9 ans que les pouvoirs publics l'ont identifié. C'est donc pas les services de renseignement qui sont en cause, c'est la volonté politique de traiter le problème. Les services de renseignement, ils ont fait leur boulot. Ils ont dit, là, il y a un islamiste dangereux. Mais il n'y a eu aucune réponse politique. Et donc, lui, comme Kouachi, comme Koulibaly, eh bien, ils étaient binationaux. Ils étaient identifiés comme faisant partie, comme islamistes. Celui-là, j'en sais rien, mais les 3 autres, ils étaient condamnés en justice à de nombreuses reprises. Ils n'effectuent pas leur peine, comme la plupart de ceux qui sont condamnés en justice, d'ailleurs. Eh bien, si le Front National avait été au pouvoir, on leur a retiré la nationalité française, ils auraient été expulsés du territoire national et interdits de séjour dans notre pays. C'est ça que nous devons réclamer aujourd'hui. La maîtrise de nos frontières, la remise en cause des accords de Schengen, bien sûr, pour savoir qui entre et qui n'entre pas dans notre pays. C'est vrai d'ailleurs pour les personnes, pour l'immigration, ça l'est aussi, bien sûr, pour les biens. Le dogme de la libre circulation, espèce de dogme intangible des eurocrates de Bruxelles, eh bien, il est insupportable parce que c'est ce qui met notre économie face à une concurrence sauvage, déloyale des pays à très bas coût de main-d'œuvre. C'est ce qui permet aussi, par la libre circulation des capitaux, à certaines institutions financières d'utiliser la France et les pays européens comme des terrains de jeu, où les outils de production et les salariés ne servent que de variable d'ajustement au service de leurs petits intérêts d'une toute petite minorité. Mais évidemment, nous devons retrouver la maîtrise de nos frontières nationales, parce que les frontières européennes sont des passoires. L'agence Frontex, les dispositifs Mare Nostrum, Triton n'ont aucune efficacité pour empêcher cette immigration clandestine. Et contrairement à ce qu'on nous dit et à ce que prétend M. Juncker, il ne s'agit pas de transformer en immigration légale l'immigration clandestine, parce qu'elle ne s'annule pas, elle se cumule. Parce qu'il y a une immigration légale massive, et parce qu'il y a une attraction très forte de nos pays pour ces étrangers qui fuient, c'est vrai, la guerre, la famine dans leur pays, eh bien évidemment ils viennent, et s'ils n'ont pas la possibilité de venir légalement, ils viennent illégalement. Et c'est le laxisme qui provoque les morts en Méditerranée. Ce qui fait que ces malheureux prennent le risque de passer la mer, d'engraisser au passage les mafias et les passeurs. C'est évidemment le discours laxiste qui consiste à dire « mais venez, on va vous accueillir, venez, on va vous loger, venez, on va vous soigner ». Et ils savent très bien qu'une fois qu'ils sont installés en France, eh bien, même clandestins, ils seront soignés gratuitement. Quand les Français n'ont plus les moyens de se payer des soins convenables, que les mutuelles complémentaires ont des prix qui explosent, que chaque mois des médicaments sont déremboursés, eh bien ils savent qu'ils pourront venir dans notre pays être soignés gratuitement grâce à l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros par an. Ils savent aussi, étrangers clandestins, que tôt ou tard, dans notre pays, ils seront régularisés. Il y en a 40 000 par an qui seront régularisés. Et Valls a préparé un projet d'en régulariser encore davantage. Et ils savent d'ailleurs qu'une fois régularisés, ils n'ont plus aucun risque d'être envoyés dans leur pays. Parce qu'on renouvelle automatiquement les titres de séjour, sans aucune raison valable, pour des gens qui le plus souvent n'ont pas fait l'effort d'assimilation, pour des gens qui le plus souvent n'ont pas d'emploi, n'ont pas de position stable dans notre pays. Eh bien on ne devrait pas renouveler leur titre de séjour. Non seulement on le renouvelle, mais ils savent qu'une fois régularisés tôt ou tard, ils seront naturalisés. Et là aussi, sans qu'on leur demande de faire l'effort de participer à la communauté nationale, de renoncer à une partie de leur identité, et ce faisant de faire corps avec la France. Et pour toutes ces raisons-là, ils viennent dans notre pays et ils savent aujourd'hui que la préférence étrangère est en vigueur. Ils savent très concrètement qu'ils seront mieux traités que les Français dans notre pays. Je vous donne un exemple dont on a beaucoup parlé, mais qu'il faut se remémorer. L'allocation de solidarité pour les personnes âgées, ça permet à n'importe qui
n'importe quel étranger de plus de 65 ans qui n'a jamais cotisé ni travaillé en France de bénéficier de la retraite à taux plein de la sécurité sociale. Alors que dans le même temps, nous avons des retraités agricoles, des retraités commerçants qui touchent 400-450 euros par mois. Eh bien, la discrimination positive chère à Sarkozy, elle est bien en vigueur dans notre pays. C'est bien la préférence étrangère qui s'applique aujourd'hui en France. Et l'ensemble de ce qu'on appelait depuis longtemps les pompes aspirantes de l'immigration, eh bien, c'est ce qui provoque ces vagues vers l'Europe, vers nos frontières sud, et c'est ce qui provoque les morts en Méditerranée. Nous devrions nous inspirer du modèle australien avec l'opération Frontières souveraines. L'Australie connaissait des vagues d'immigration clandestine avec des morts dans l'océan autour de ce pays. Eh bien, ils ont pris les problèmes à bras-le-corps, ils ont appliqué une politique extrêmement ferme, immigration zéro, expulsion automatique à l'endroit d'où ils viennent des étrangers qui arriveraient illégalement. Ils ont assorti ça avec des moyens modernes de communication, de véritables campagnes dans les pays d'émigration pour dire ne venez pas en Australie, vous ne serez pas accueillis, vous serez renvoyés immédiatement. Ça marche remarquablement bien. En 2014, 3000 morts en Méditerranée, 0 mort dans l'océan autour de l'Australie. Eh bien, c'est la démonstration que non seulement c'est une solution, qu'il n'y a pas de fatalité à ces vagues migratoires, mais que de surcroît, nous sommes nous les représentants d'une politique réellement humaine, réellement respectueuse de ces populations. Que propose M. Juncker et M. Hollande? Eh bien, ils proposent à ces gens-là de prendre des risques inconsidérés, d'engraisser des passeurs et de risquer de mourir en Méditerranée. Tout ça en raison du laxisme généralisé qui caractérise les politiques nationales et européennes dans notre pays. Vous avez vu d'ailleurs la nouvelle phase du plan Juncker qui nous proposait d'accueillir 9100 migrants supplémentaires avec le statut de demandeur d'asile. Vous savez que le statut de demandeur d'asile aujourd'hui, il permet à des clandestins d'être logés gratuitement, c'est la CEDH qui nous l'impose dans notre pays, d'avoir un statut extrêmement protégé, alors que rien ne justifie qu'ils obtiennent ce statut. On le donne à n'importe qui, y compris à des gens qui viennent de pays qui sont en ce moment dans des procédures d'adhésion à l'Union européenne, comme la Turquie. C'est quand même assez extraordinaire. Alors on dit, voilà, vous prenez des risques, vous êtes des réfugiés politiques, mais vous venez de pays qui sont en train d'adhérer à l'Union européenne, dans le projet des technocrates. Bon, on voit bien qu'on marche sur la tête, et qu'évidemment il faut mettre un coup d'arrêt extrêmement ferme à tout cela. Il faut bien sûr retrouver la maîtrise de nos frontières, il faut bien sûr supprimer le droit du sol, c'est-à-dire la possibilité pour n'importe qui naît, y compris par hasard en France, de bénéficier de la nationalité française. Il faut expulser systématiquement les clandestins, rétablir ce qu'on a appelé la double peine, qui est la simple possibilité dans notre pays d'expulser les étrangers délinquants ou criminels une fois qu'ils ont purgé leur peine. Il faut évidemment faire preuve d'une fermeté absolue par le retrait ou la déchéance de la nationalité française des djihadistes et des islamistes. C'est possible, il suffit d'appliquer la loi, l'article 23 et l'article 25 du Code civil, qui aujourd'hui ne sont pas appliqués. Bref, il faut se réarmer face à cette menace islamiste qui est majeure et cesser de mener une politique de bisounours comme le font les gouvernements successifs, qu'ils soient UMP ou socialistes. Mes chers amis, la situation grave qui frappe notre pays aujourd'hui, ces attentats, ces morts innocents, ils doivent nous conduire non pas à des excès verbaux comme l'UMP qui a perdu toute crédibilité, dont le bilan est calamiteux et qui aujourd'hui, par la voix de M. Estrosi, avec une maladresse assez pitoyable, essaye de faire croire qu'il est vrai plus blanc que blanc et qu'il serait encore plus ferme que le Front National. Ils sont discrédités par leur bilan, ils sont discrédités par leur absence de volonté politique. Et je crois que les Français savent que nous avons fait preuve de constance, de cohérence sur ces sujets-là. Nous devons faire preuve d'une grande fermeté et en même temps d'une vraie sérénité. Parce que ces problèmes-là, ils sont parfaitement solubles. Il n'y a rien d'impossible à juguler en matière d'immigration ou de communautarisme. Ça n'est qu'une question de volonté politique. Et nous devons le dire avec force. Bien sûr, ça nous éloigne un peu du débat des élections régionales, ça n'est pas un domaine de compétence des régions, encore que dans de nombreux domaines, et je pense notamment au lycée, la région doit avoir un rôle important pour maintenir la laïcité républicaine, pour refuser le communautarisme.
notamment aussi dans les politiques de subvention. Mais bien sûr, ça nécessite une alternative nationale, et c'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons parce que nous voulons que la France retrouve sa liberté, retrouve sa souveraineté, retrouve la maîtrise de son destin, mette fin à ces vagues d'immigration massive, retrouve aussi ces prérogatives économiques, que nous ayons enfin la possibilité de protéger notre économie, ce que font tous les pays du monde. Aujourd'hui, on dit non, c'est interdit. C'est interdit, concurrence libre et non faussée, libre circulation, vous n'avez pas le droit de faire du patriotisme économique, et vous n'avez pas le droit de mettre des quotas, des droits de douane ou des contingentements à vos frontières qui permettent de protéger vos emplois, vos industries. Mais enfin, tous les pays du monde font du protectionnisme. La Chine, l'Inde, le Japon, les États-Unis servent leurs intérêts, mettent en place des mécanismes de protection de l'économie, et nous n'aurions pas le droit. On nous dit aussi, ah mais l'euro, c'est fini, c'est irréversible. Ils oublient qu'il y a 11 ans, enfin 12 ans, il n'y avait pas d'euro, et qu'on se portait très bien, ou en tout cas plutôt mieux qu'aujourd'hui. Et ils nous disent, mais ça c'est la marche du monde. La monnaie unique, c'est le progrès, ça n'est pas réversible. Enfin, on regarde la planète. Tous les pays ont leur monnaie nationale. Tous les pays utilisent la monnaie comme un outil au service de l'économie, en dévaluant la monnaie en fonction des intérêts économiques. Nous aurions évidemment, nous, intérêt à avoir une monnaie moins fortement évaluée. On a une balance commerciale déficitaire de 70 milliards d'euros. Nous aurions intérêt à avoir la maîtrise de notre monnaie. Aujourd'hui, on a un système qui sert les intérêts de l'Allemagne au détriment de tous les autres pays de la zone euro. Et on le voit avec la Grèce. Quel est l'intérêt de la Grèce de se maintenir dans l'euro alors qu'ils subissent une régression sociale sans précédent? Parce qu'on lui impose le carcan politique, économique imposé par la Troïka, par la Commission européenne, la BCE et le FMI. Mais enfin, quel est l'intérêt de nos pays de rester dans un système qui dessert tous leurs intérêts? Mais on voit bien qu'ils veulent le maintenir à tout prix, parce qu'ils savent que si demain il y a un pays qui sort de l'euro, leur hantise principale, c'est que ce pays s'en porte mieux. Comme par exemple l'Argentine, qui à un moment donné a très fortement dévalué sa monnaie, a relancé ses exportations et a connu un rétablissement économique absolument spectaculaire. Et bien ils craignent ça par-dessus tout. Parce qu'il est évident que s'il y a un pays qui sort de l'euro et qui ensuite va mieux, ça va donner des idées aux autres. Et donc ils veulent absolument maintenir tout le monde dans la prison. Et c'est ça, ils s'acharnent à maintenir ce système. Alors ils mettent en place tout un tas de dispositifs, le mécanisme européen de stabilité, qui est une espèce de FMI européen. Tout ça nous coûte une fortune. Nous avons déjà payé 72 milliards d'euros pour enflouer l'euro. Nous sommes engagés aujourd'hui à hauteur de 140 milliards d'euros. Tout ça en pure perte. Nous savons très bien que cet argent, jamais nous n'en reverrons la couleur. Et pour quel résultat? Un résultat d'une politique économique qui dessert à l'évidence tous nos intérêts. Le chômage continue d'augmenter inexorablement. Et la politique mise en place par le gouvernement aggrave encore la situation. Jamais les prélèvements obligatoires n'ont été aussi forts. Jamais les impôts n'ont frappé aussi durement les classes populaires et les classes moyennes. Ce n'est pas les riches qui payent. 1,3 million l'année dernière de contribuables supplémentaires créés au titre de l'impôt sur le revenu, parmi ceux dont les ressources sont modestes et qui jusque-là ne payaient pas d'impôts. On voit bien que la politique la plus antisociale menée dans notre pays, elle est menée par le Parti socialiste, qui trique littéralement les classes populaires et les classes moyennes, et qui ne s'attaque pas du tout à la grande finance, comme Hollande le prétendait pendant sa campagne. Et ces sacrifices considérables qu'on demande aux Français, 84 taxes et impôts créés successivement par Sarkozy et par Hollande, pourquoi faire? Pour payer l'immigration, 80 milliards d'euros par an, la fraude sociale, 20 milliards d'euros par an, les plans de renflouement de la zone euro qui vont s'élever à des centaines de milliards. Si on continue dans ce système, il est temps d'en sortir, il est temps de retrouver notre liberté, parce que la souveraineté d'un pays, la souveraineté est à un pays ce que la liberté est à un individu. Et l'aberration, c'est d'en être privé. Ce qui est inacceptable, c'est de ne plus avoir aucune liberté, plus aucune marge de manœuvre. On voit bien aujourd'hui comment ça se passe. Hollande, Sapin, etc. défilent, Macron défile à Bruxelles devant M. Juncker, qui est champion de la fraude fiscale, mais qui aujourd'hui dessert tous les intérêts des peuples d'Europe. Et ils y vont comme des élèves qui amènent la copie. Et ils repartent avec leur copie, avec une mauvaise note, et reviennent le mois suivant, en espérant que le chômage baisse. Mais ils sont comme des joueurs du loto, qui attendent les résultats comme ça, avec la grille à la main,
en espérant que, ne serait-ce que par hasard, pour je ne sais quelle raison obscure, les chiffres auraient baissé. Mais ça monte en continu tous les mois, sauf le mois des élections, c'est étonnant ça. Au mois de mars, là, ils nous ont dit « Ah, une baisse du chômage ». Et quand on y regarde de plus près, comment ils ont fait la baisse du chômage? 57 000 réalisations administratives, plus on écarte le dom-tom de la comptabilisation, et évidemment on ne prend en compte que les chômeurs de catégorie A, sans prendre en compte tous les autres chômeurs, les pré-retraités, ceux qui travaillent à temps partiel alors qu'ils voudraient travailler à temps plein, etc. On voit bien que tout ça est totalement truqué, c'est une escroquerie et que le chômage aujourd'hui frappe réellement près de 6 millions de nos compatriotes, près de 10 millions de nos compatriotes vivent en dessous du seuil de pauvreté selon les critères de l'INSEE. Bref, la situation est absolument dramatique. Et bien, pour toutes ces raisons-là, mes chers amis, nous devons nous battre toujours davantage, parce que notre rôle premier, c'est de redonner espoir aux Français, leur montrer qu'il y a une autre voie possible, leur montrer que le déclin n'est pas inéluctable, leur montrer que s'ils font confiance dans le Front National, s'ils se libèrent des mots d'ordre et des interdits moraux que nos adversaires osent encore opposer, eh bien, ils en seront satisfaits. De la même manière que nous savons gérer des villes, nous saurons demain gérer notre pays, rétablir les Français dans leurs droits fondamentaux. C'est notre mission, c'est une mission historique. Chacun d'entre vous détient, par son travail militant, par son engagement, par l'exemple qu'il représente dans son entourage, une petite part de cette flamme tricolore qui est notre emblème et qui redonne espoir à la France et aux Français. Je vous propose, chers amis, avant de chanter notre hymne national, de faire une minute de silence en mémoire de cette personne qui a été victime aujourd'hui de cet attentat barbare, de cette décapitation barbare en Isère. Je vous remercie. Alors nous avons, François a pensé évidemment au cadeau pour nos invités. Alors la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive le Front National!